Replay. Alors, merci donc d'être venu pour parler de ce sujet sur comment on bâtit une société résiliente face à la désinformation. En quelques mots, donc je suis Bertrand, cofondateur de l'entité Be My Media, qui est une entreprise qui a aujourd'hui rejoint le groupe Voltaire, qui est connu pour son emblématique projet Voltaire, qui travaille sur les compétences de l'expression écrite et de l'expression orale. Et donc nous, Be My Media, nous avons une visée plutôt sur le développement de la curiosité, de l'esprit critique, de l'éducation aux médias à l'information au sens large du terme. Et donc c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui partie du même groupe et nous partageons les mêmes valeurs sur les questions du numérique pédagogique et des enjeux de développement des compétences dites essentielles pour nos jeunes concitoyens. Voilà pour une rapide introduction. Alors, ce que je vous propose, c'est deux temps. Déjà, un premier temps pour bien remettre en place les enjeux qu'on adresse aujourd'hui sur la question des compétences informationnelles et de la lutte contre la désinformation. Donc, on va faire une petite moitié là de la présentation, une quinzaine de minutes sur les enjeux. Et puis après, une dizaine de minutes pour vous expliquer qu'est-ce que l'on fait chez Be My Media face à ces enjeux et avec les établissements avec lesquels nous avons la chance de collaborer. Donc, sur ce premier temps, on aime bien partir d'un constat qui est l'information n'a jamais été aussi accessible. C'est-à-dire que Internet, les réseaux, la connaissance, globalement, n'a jamais été aussi accessible et on l'a à portée de main dans nos smartphones, sur nos ordinateurs. On l'a par la proximité de personnes avec lesquelles nous pouvons échanger en permanence et on est dans un contexte extrêmement nourri et très très varié en termes d'accès à l'information. Alors, si on fait un zoom un petit peu plus précis, aujourd'hui on a 36% des Français au sens très large du terme, toute catégorie étudiants dans la vie professionnelle, voilà, toute catégorie confondue, 36% des Français disent s'informer tous les jours par les réseaux sociaux. Et tous les chiffres que je vous donnerai tout au long de la présentation sont toujours issus d'études qui sont cités sur notre support de présentation. Donc, je vous enverrai également par mail à la fin de la présentation le support et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces sources. Donc, c'est une grande majorité. Si on fait un focus plus sur les jeunes, eh bien, on a évidemment une surreprésentation de cette pratique quasi quotidienne de l'information sur les réseaux sociaux. Et par exemple, depuis 2021, TikTok est le site web le plus visité qui surpasse Google, avec un temps moyen passé sur TikTok en 2022 par chaque utilisateur français de 95 minutes. Donc ça montre vraiment la capacité de concevoir et de recevoir l'information qui est extrêmement forte. Et c'est un enjeu au sens où cette pratique de l'information et des réseaux sociaux est un mix entre du contenu de divertissement et parfois de l'accès à des sources d'information et des médias qui peuvent être excellents. Donc on peut avoir une très bonne pratique informationnelle sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur Instagram, en suivant des pages, même sur TikTok. Bref, on peut avoir des pratiques informationnelles évidentes, mais le problème, c'est la captation de l'attention et le non-choix des sources qui nous est proposé sur ces plateformes. Donc aujourd'hui, on a toujours sur cette pratique informationnelle sur les réseaux sociaux, 53% des Français qui partagent des informations sans vérifier la source. C'est quelque chose qui est pas forcément évident parce que les plateformes en plus font en sorte de ne pas mettre tellement en avant les sources. Donc c'est un vrai enjeu d'avoir une culture de la source pour bien comprendre qui s'adresse à nous avec les messages d'information, notamment sur ces plateformes. Et donc, quand on repartage des informations, la véracité et la fiabilité d'une source est un élément majeur dans cette maîtrise.
Alors, tout ça pour expliquer également que on retrouve, en fait, que ça soit sur TikTok, Instagram ou aujourd'hui YouTube, qu'on va considérer dans les plateformes sociales, énormément de contenus qui sont visionnés par ce que nous proposent les algorithmes. Et donc, ça pose la question de la place des plateformes privées qui animent entre guillemets le débat démocratique par les contenus qui nous sont proposés et du choix qui nous est proposé via les algorithmes qui formulent à la fois les réponses aux requêtes qu'on lui attribue et à la fois qui nous propose, qui nous pousse des contenus. À tel point qu'aujourd'hui, sur YouTube, 70% des vidéos qui sont visionnées sont le fruit des recommandations algorithmiques. Donc ça peut être sur la homepage de YouTube quand on se connecte, comme sur les vidéos qui vont se lancer à la suite d'une vidéo que l'on a déjà consultée. Et donc, ça crée une chambre de résonance, une bulle de filtre autour des préférences des individus, puisque derrière ce choix algorithmique est bien en lien avec la question de la captation de l'attention de l'individu pour le retenir le plus longtemps sur la plateforme. Le modèle économique des plateformes, c'est de garder les personnes le plus longtemps possible disponibles devant leur plateforme pour pouvoir alimenter leur modèle économique qui est majoritairement la publicité ou l'utilisation des données personnelles pour pousser des publicités ciblées ou pour reproposer le profilage des utilisateurs en fonction de ce qu'ils consultent. Et donc, tout l'objectif des algorithmes est la captation de l'attention et pas du tout tourné vers proposer des contenus qui vont ouvrir vers le développement de l'esprit critique ou de la curiosité d'une personne. Donc quand on commence à regarder un certain type de sujet, eh bien, ce sont les vidéos qui vont avoir le plus de chances d'être vues qui vont être proposées. Donc, dans tout ça, notre cerveau joue un rôle assez important, et notamment nos propres biais cognitifs que l'on va avoir sur notre pratique de l'information. C'est-à-dire que cette captation de l'attention, elle va nous donner, et les contenus qu'on va recevoir, va renforcer ce que l'on croit déjà d'un sujet. C'est majoritairement travaillé autour de 4 biais cognitifs, qui va être le biais cognitif de l'attention, donc retenir des choses qui sont sensationnelles, qui suscitent des émotions, la peur, la tristesse, la joie, bref, toutes les contenus sont relativement orientés et travaillés pour alimenter une partie de nos biais cognitifs. Il y a le biais de confirmation, qui est le fait que quand on va voir plusieurs vidéos sur un même sujet avec un angle de traitement plutôt similaire qui conforte notre opinion, on va avoir tendance à beaucoup plus attribuer de crédit à ces contenus-là qu'à des contenus qui peuvent avoir des avis et des opinions différentes. Bref, il y a vraiment tout un champ autour de l'environnement, des biais cognitifs qui sont utilisés dans ce cadre de pratique de l'information. Alors, on dit que l'information est évidemment accessible, mais également que ça n'a jamais été aussi complexe de s'informer. Donc toujours, si on reste sur ces éléments-là, 41% des utilisateurs de TikTok pense qu'un influenceur qui a un grand nombre d'abonnés est une source fiable. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve de manière très généralisée, et peu importe les classes socioprofessionnelles et les niveaux de personnes. On retrouvera sur une slide après, toutes les personnes interrogées ont le même niveau de sensibilité à cet enjeu. Donc c'est très très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, vraiment cette compréhension de qui parle n'est pas du tout une question anodine, et malgré le fait de travailler dans des cursus ingénieurs comme peuvent l'être vos élèves, eh bien, ils sont aussi sujets à ces éléments de connaissance sur la source. Dans le même temps, on a seulement 37% des Français qui disent faire confiance
aux médias sur les grands sujets d'actualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en évidence, un vrai paradigme, c'est-à-dire que d'un côté, on va vouer une confiance assez extraordinaire à des sources peu qualifiées, peu fiables, ou que l'on ne connaît pas, ou que l'on va identifier comme fiable parce que représentant X milliers de personnes qui suivent cette personne. Et dans le même temps, on a des médias qui sont censés être les gardiens de l'animation du débat démocratique, de faire vivre la pluralité des sources, de faire vivre la pluralité des opinions. C'est tout l'enjeu de la presse en France et qui a toujours été un contexte historique depuis la loi Bichet en 1947, où justement on fait en sorte d'avoir une diversité de sources, qu'on a la distribution de la presse dans le pays, qu'on a un vrai soutien du ministère de la Culture à tous les titres de presse et à toutes les agences de presse pour faire vivre la pluralité des opinions. Alors, on peut évidemment mettre en contexte la concentration des médias, tous ces enjeux-là, mais aujourd'hui, on est quand même sur un spectre où si on lit de l'Humanité en passant par Libération ou d'autres médias jusqu'au Figaro, jusqu'à d'autres médias, voilà, on a une représentation et un spectre d'opinion dans la presse qui est relativement large et qui est censé faire référence à un cadre de travail d'un métier qui est le métier de journaliste, qui respecte une charte déontologique, qui est la charte de Munich, qui est vraiment la même chose que le serment d'Hippocrate pour les médecins. Donc, dans ce contexte-là, c'est très important de comprendre aujourd'hui cette dichotomie qu'on a avec d'un côté des personnes qui font confiance à des sources méconnues, peu fiables, juste sur le nombre de personnes qui les suivent, et pourtant une forte défiance d'un appareil médiatique qui fait vivre un débat démocratique. Alors, dans tout ça, sur ces plateformes, que ce soit YouTube et autres, on a une très grosse proportion de contenus de désinformation qui peuvent circuler. Sur TikTok, 20% des contenus contiennent des allégations fausses ou trompeuses. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une ère où la désinformation est vraiment devenue un métier. On a des agences, c'est très organisé au niveau mondial, qui s'occupent, qui travaillent sur des questions de désinformation pour des intérêts géostratégiques, géopolitiques, divers et variés. Et on est dans un monde hyper connecté où n'importe qui de n'importe où peut créer, manipuler, déformer les opinions pour différents intérêts. Là, il y a quelques exemples, le scandale de Cambridge Analytica qui avait fait beaucoup parler de lui, notamment sur la période où on a toute la question des élections, comment justement on peut, des élections peuvent être manipulées sur des informations qui sont, qui peuvent être, des campagnes politiques qui peuvent être ciblées sur les réseaux sociaux en fonction de personas, sur des éléments stratégiques, etc. Donc c'est une idée, c'est un des éléments qu'on met en avant, que vous pourriez découvrir si vous le connaissez pas et si vous souhaitez aller plus loin. On a d'autres exemples, comme par exemple la Team Jorge, qui est une agence qui se dit faire de l'Advanced Impact Media Solution, donc qui va mener des campagnes pour avoir des éléments de manipulation de l'information. Typiquement, une des grandes techniques que cette agence utilise, qui est basée en Afrique du Sud, c'est de faire des communiqués de presse à des agences dans les pays. Donc notamment, ils ont manipulé un certain nombre d'éléments en France sur des habits pro-russes. Ils ont fait des communiqués de presse sur certains sujets qu'ils ont envoyés à plusieurs centaines de journalistes. Et par exemple, la Team Roré a réussi à faire prendre un de ces communiqués de presse, et il y a eu un journaliste, en l'occurrence de BFM, qui sur une heure de très faible audience a parlé de ce communiqué, en tout cas a réutilisé les arguments qui avaient été manipulés par cet organe
et ensuite cet organe a récupéré les vidéos de BFM avec toute la crédibilité que ça peut avoir pour le redispatcher avec des usines, des fermatrolles qui envoient ces messages, qui ciblent les personnes à qui montrer ces éléments et qui du coup manipulent des opinions sur nos pays. Notamment, on est très concrètement visé par ce type de menaces sur nos plateformes. Ensuite, on a des agences, d'autres agences marketing comme l'israélienne Percepto qui justement montre la question de la perception des réalités dans le monde et travaille sur l'orientation des perceptions géopolitiques dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui est très structuré et dont le vecteur majeur est justement la partie électorale qui est visée par ces éléments-là et du coup directement en lien avec ce qu'on peut manipuler sur les réseaux sociaux. Alors, statistique que j'avais donnée juste avant, 20% des vidéos sur TikTok contiennent des allégations fausses ou trompeuses, donc ce qui doit nous montrer que sur 95 minutes de contenu que l'on visionne chaque jour par utilisateur de TikTok, eh bien 20% est faux. Ça nous alerte sur quand même un certain temps à laquelle on est exposé à des informations fausses ou trompeuses. Derrière tout ça, aujourd'hui, il y a également un énorme bond de contenus fallacieux qui sont produits par les intelligences artificielles génératives. C'est un enjeu majeur. On a en 2023 plus de 1000% d'augmentation de sites internet, d'informations qui diffusent des contenus faux ou fallacieux à travers justement des générations de contenus, que ce soit des articles et du texte, des images, des contenus vidéo, des déformations via les éléments dits de deep fake news, c'est-à-dire de la création de contenu via de l'intelligence artificielle pour faire dire ou faire faire quelque chose à n'importe qui, c'est-à-dire qu'il y a des créations de vidéos qui sont diffusées très massivement sur les réseaux sociaux à partir de récits qui sont réalisés via des IA génératives. C'est un vrai enjeu au sens où aujourd'hui 52% des fake news qui circulent aux États-Unis sont des deep fake news créés par intelligence artificielle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très organisé, structuré et diffusé avec quand on regarde vraiment la question des fake news, il y a la mésinformation qui peut être l'erreur journalistique, qui peut être l'erreur d'un repartage d'une information, une déformation d'une interprétation. Mais derrière le terme de fake news, il y a vraiment la notion intentionnelle de nuire ou en tout cas de créer un contenu complètement faux. Et donc, il y a vraiment cet enjeu aujourd'hui de pouvoir éduquer les personnes à avoir une vraie culture de la source, à trouver les éléments qui sont en lien avec cet enjeu. 69% des 18-24 ans croient au moins en une théorie du complot, toujours selon l'enquête IFOP, en l'occurrence pour la Fondation Jean Jaurès. Et ça, c'est en grande partie dû à ces surexpositions de contenu fallacieux, c'est-à-dire qu'on perd des repères, plus on a d'éléments sur lequel on doute, plus on est en doute face à une société, face à tous les éléments que l'on nous apporte. Donc aujourd'hui, c'est quand même très inquiétant de se dire que 2 jeunes sur 3 sont au moins enclins à croire une théorie du complot ou à se rapprocher d'idéologies qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas justes. Et donc, c'est là où j'en venais tout à l'heure, c'est que cela touche toutes les catégories socio-professionnelles, peu importe le type de formation. Ici, on voit que autant les femmes que les hommes sont touchés, que les tranches d'âge sont toutes concernées, que selon le niveau socio-professionnel des parents, tous les âges, toutes les classes sociales sont touchées à
quelques pourcentages près, hein, on va être de l'ordre de 60 à 86%, donc selon les personnes à croire des théories du complot, selon les contextes sociaux économiques. Mais en tout cas, ça montre que dans tous les cas, on a quand même une très forte propension à avoir ces éléments de défiance, en tout cas, envers l'information et envers certaines réalités qui sont très présentes dans notre société. Alors, face à ce constat, pour nous, c'est essentiel de développer des compétences informationnelles. On peut parler autant que l'on veut de ce que l'on peut faire dans la société pour lutter contre la désinformation. Il y a plusieurs axes. Un des grands axes qui est très fortement débattu et sur lequel on travaille beaucoup aussi sur Be My Media en termes d'influence, c'est la régulation. Évidemment qu'il faudrait un cadre de régulation beaucoup plus strict sur ces enjeux. C'est le cas, alors il y a plusieurs éléments qui sont en train de se mettre en place avec des régulations européennes qui sont transcrites en droit européen, sur les AI Act, sur un certain nombre de sujets. Mais derrière tout ça, peu importe en fait le niveau où on a le plus de chances d'avoir un impact, c'est sur le niveau individuel et c'est sur la formation de nos jeunes concitoyens qui sont les futurs du monde du travail, qui sont les personnes qui vont le plus vers l'extérieur aussi et qui vont avoir aussi une influence sur des personnes d'autres catégories d'âge également. On parle beaucoup des jeunes, évidemment parce qu'on est dans le contexte de l'enseignement, mais il faut bien se rendre compte que la désinformation touche absolument tout le monde, toutes les classes d'âge, et aujourd'hui, on n'est pas en train de dire du tout que les jeunes ne s'informent pas ou qu'ils s'informent vraiment très mal, parce que c'est pas la réalité. Il y a quand même une très grande forme de pratique de l'information avec justement la plupart des jeunes, hein, dans l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, c'est assez bien mis en perspective. Les jeunes sont peut-être ceux qui comparent le plus, en tout cas jusqu'à 33 ans, sont ceux qui comparent le plus de contenu grâce à Internet par rapport à d'autres classes d'âge, où plus on va avancer, par exemple sur les seniors qui ont une fidélité accrue à une seule source d'information, eh bien ne comparent pas du tout l'information. Donc globalement, il n'y a pas de stigmatisation des jeunes, mais par contre, plus on va donner d'armes et plus on va permettre aux jeunes d'avoir de véritables connaissances et compétences sur ces sujets-là, eh bien, au plus on aura un impact aussi sur la pratique informationnelle pour le futur. Donc, derrière tout ça, il y a quelques grandes notions clés et quelques grandes compétences qui nous semblent évidentes chez Be My Media. En premier, c'est le renforcement de la curiosité, c'est-à-dire que justement développer une culture de la curiosité, une culture de la compréhension de différents sujets, le fait d'être en capacité de remettre en question ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on comprend d'un sujet par de la comparaison de points de vue, permet vraiment de développer de bonnes compétences informationnelles. Évidemment, nourrir l'esprit critique, c'est-à-dire d'être en capacité de faire état d'une synthèse d'éléments et de pouvoir se positionner en tant qu'individu dans la pratique de l'information, évidemment au sens de Be My Media, au sens scientifique dans les cursus ingénieurs, au sens de bien d'autres aspects dans la société. Mais dans tous les cas, l'esprit critique est fondamental dans la pratique informationnelle des individus. Alors, tout ça permet deux choses. C'est quand on a une bonne pratique de l'information, qu'on a développé une bonne curiosité et un esprit critique assez important, on forme les professionnels de demain qui vont évoluer dans un monde complexe, vulnérable, volatile, qui change assez régulièrement. Et donc, apprendre à naviguer dans ce schéma informationnel va leur permettre de développer des compétences et de naviguer dans leur milieu professionnel. Et sur le deuxième pilier,
être également des citoyens éclairés. Je le disais en préambule dans toute la présentation sur les enjeux de la désinformation. Aujourd'hui, on agit dans la société par rapport au contexte informationnel que l'on reçoit. Le contexte informationnel, il nous permet d'aller voter, il nous permet de prendre des décisions, il nous permet d'innover, il nous permet un tas de choses. Et c'est vraiment ce contexte-là qui doit nous permettre de développer une citoyenneté éclairée chez les individus qui pourront justement bien manipuler l'information dans leur quotidien, à la fois professionnel et à la fois dans la société. C'est vraiment comme ça qu'est définie la compétence de littératie informationnelle, au sens où c'est l'aptitude à savoir utiliser l'information dans la vie courante, au travail et dans la collectivité, tel qu'on le définit dans notre référentiel chez Be My Media. Alors, Be My Media, pour travailler sur ces questions-là, on est donc une entreprise à mission avec voilà, ce petit paragraphe qui s'affiche, qui est vraiment notre raison d'être, hein, qui est le cœur de nos statuts. Alors que l'information n'a jamais été aussi accessible, s'informer n'a jamais été aussi complexe, nous accompagnons chaque individu dans le développement de sa curiosité, de son esprit critique face à l'information afin d'accompagner son émancipation et sa capacité à être acteur de la société. C'est vraiment ça qui nous anime et on a 3 engagements que l'on mesure à travers une mesure d'impact annuelle sur comment on travaille sur la démocratisation de l'éducation aux médias et à l'information, notre contribution sur la montée en connaissance de ces sujets des publics que l'on accompagne dans l'enseignement. On travaille avec aussi bien des lycées, dans le public, dans le privé, de l'enseignement supérieur, que ce soit côté CFA, côté école de commerce, école d'ingénieurs, bref. Notre objectif, c'est d'accompagner chaque professionnel de l'éducation à mieux maîtriser aussi ces enjeux de société. Le deuxième point, c'est faire progresser les publics, donc en l'occurrence les étudiants, les apprenants, les élèves, dans leurs compétences informationnelles. Et derrière tout ça, pour nous, il y a une vraie question de faire pratiquer l'information au public, puisqu'on évolue vraiment vers une maîtrise d'une compétence quand on la développe, quand on la pratique. Et tout notre enjeu est notamment de faire pratiquer l'information à ces publics-là pour leur permettre d'acquérir de la connaissance et de la pratique pour être très concret et pragmatique. Alors, notre vision et ce que l'on a développé chez Be My Media, c'est avant tout un référentiel de compétences pour alimenter les jeunes dans leur parcours avec un véritable aspect théorique et méthodologique sur la pratique de l'information. Le premier bloc de compétences, c'est connaître le fonctionnement et les enjeux du circuit de production et de diffusion de l'information. On ne peut pas parler du sujet de l'information si déjà on ne repart pas des éléments de base. Qu'est-ce qu'un fait, qu'est-ce qu'une opinion? C'est un élément ultra basique, mais aujourd'hui, selon la dernière étude PISA, on a quand même 2/3 des jeunes qui sortent avec le niveau bac et qui ne font pas la différence entre un fait et une opinion dans un article de presse. Donc c'est quand même quelque chose où il est vraiment nécessaire de revenir sur ces fondamentaux, de comprendre quel est le rôle du journaliste, comment fonctionne un média, qui diffuse l'information, par quel canal l'information est diffusée, etc. Le deuxième bloc de compétences, c'est savoir lire l'information dans sa pluralité et de manière éclairée, qui est fondamental pour nous au sens où c'est le bloc sur lequel on va travailler sur la culture de la source. Savoir différencier la presse d'information générale, d'un média indépendant en ligne, d'une source justement médiatique ou d'un communicant, qui vont être 2 catégories. On va retrouver les métiers du journalisme et les métiers de la communication. Dans tous ces éléments, comment vérifier la véracité d'une source, comment comprendre et déchiffrer l'éthique d'une source, comment identifier dans un média quel est le journaliste, de vraiment créer cette culture de la source assez rapidement, qui va être le socle quand même fondamental pour bien maîtriser et bien pratiquer l'information. Le troisième point, et le troisième bloc, c'est faire preuve d'esprit critique pour une pratique citoyenne de l'information. Et donc là, on va rentrer dans toutes les considérations du bénéfice de la pratique de l'information chez l'individu. La question de la liberté d'opinion
versus liberté d'expression, comment se manifeste et comment se construit l'opinion à travers les médias sociaux, à travers chaque individu, comprendre ces enjeux et ces liens avec nos enjeux démocratiques, comprendre le lien avec les métiers, le côté professionnel de l'information. Donc là, c'est vraiment un axe sur la réception de l'information chez l'individu qui doit amener à une vraie compréhension de l'utilité de l'information pour l'individu. Le quatrième bloc, c'est le partage de l'information de manière responsable à l'heure du digital. Donc ici, on va évoquer plutôt tous les enjeux du numérique, ce que j'ai pu dire en amont, les enjeux de bulles de filtre, les modèles économiques du numérique, toutes ces questions qui vont rentrer en jeu dans la pratique informationnelle. Et enfin, un bloc, on va dire, de perfectionnement qui est sur comprendre les différents biais qui sont susceptibles d'affecter la pratique de l'information. Et à ça, on met 2 catégories de biais. Les biais des médias en eux-mêmes, donc comprendre vraiment comment fonctionne le monde médiatique et les médias ne sont pas exempts de défauts. Donc on parle ici de concentration des médias, de pluralisme des sources, d'enjeux politiques et médias, vraiment une connaissance assez approfondie sur ces biais que peuvent avoir les médias en eux-mêmes. Et deuxième famille de biais qu'on va évoquer sur tout ce bloc-là, qui sont les biais cognitifs que j'ai pu mentionner au début de la présentation, mais évidemment, identifier un biais de confirmation que l'on peut avoir, identifier le biais des normes sociales sur nos pratiques informationnelles et sur les contenus que l'on va partager. Si on demande aux jeunes leurs biais sociaux, entre guillemets, de pratique de l'information, quand on leur demande combien d'entre eux dans une classe suivent Hugo Décrypte sur un réseau social, c'est plus de 90%, et ça montre en fait à quel point c'est une norme sociale de suivre telle ou telle personne ou tel compte sur un réseau. Et donc, c'est vraiment quelque chose à comprendre pour pouvoir mieux maîtriser les enjeux. Alors, je vais juste, vous connaissez parfaitement les cycles ingénieurs et ces questions-là. Deux questions qui nous sont assez souvent placées, c'est comment on l'introduit dans des parcours de formation, hein, un peu partout. Ici, si on fait un focus un petit peu plus spécifique sur la partie ingénieur, on va retrouver dans le bloc numéro 6 de la commission des titres d'ingénieur ces éléments clés, hein, la capacité à trouver l'information pertinente, à l'évaluer, à l'exploiter sous l'angle du développement des compétences informationnelles, qui est plutôt valable pour les cycles bachelor. Et on va retrouver également un autre indicateur côté plutôt qualité et pour Calliope, pour ceux qui sont soumis à Calliope, l'indicateur 14 qui est que le prestataire met en œuvre des accompagnements socio-professionnels éducatifs et relatifs à l'exercice de la citoyenneté. Donc Be My Media inscrit vraiment ces contenus et toute la partie pédagogique que l'on a développée à cheval évidemment avec les référentiels et avec les questions sur le développement de la citoyenneté en lien avec la partie de l'éducation, notamment à travers Calliope. Donc, si on rentre vraiment plus concrètement sur comment fonctionne Be My Media, donc c'est une ressource pédagogique numérique à la même manière qu'un projet Voltaire que vous connaissez peut-être, avec une plateforme qui va permettre aux jeunes à la fois de développer leurs connaissances théoriques et méthodologiques et à la fois de pratiquer l'information dans leur quotidien. Je parle bien d'info news, pas d'info, voilà, on n'est pas dans la recherche de contenu scientifique, ou voilà, on est vraiment dans leur accompagnement de leur pratique informationnelle quotidienne. Notre objectif, et ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on cherche à aller capter un petit peu de ce temps disponible chez les réseaux sociaux, de ce temps de cerveau capté par les réseaux sociaux, pour les remettre dans une pratique de l'information, une pratique de l'information écrite, une comparaison de points de vue, un apport sur la lecture de l'information à travers les médias qui animent le débat démocratique, à travers une grande pluralité de sources d'information.
Donc, dans la partie agrégation de contenu de Be My Media, qui s'appelle S'informer, on va retrouver un petit peu plus de 500 sources d'informations qui sont agrégées selon des fils d'actualité thématiques que l'on peut paramétrer, personnaliser en fonction de chaque établissement. C'est un fil d'actualité avec des sources qui sont en tout cas sélectionnées à travers une charte éthique qui est développée en partenariat avec notre conseil scientifique que je pourrais vous présenter à la fin et qui est aussi disponible sur notre site internet. Donc on a un comité avec 14 personnes qui vont de reporters, de grands reporters du monde et du milieu de la presse, voilà, des universitaires qui travaillent en sciences de l'information. On est en partenariat avec un laboratoire de recherche en sciences de l'information sur l'université de Lyon 3, le laboratoire Helico. Donc on a vraiment constitué une charte d'agrégation et donc on rentre à la fois des médias, de la presse d'information générale, des médias indépendants et à la fois des communicants. Par exemple, on va retrouver des sites d'ONG, des sites de ministères, d'institutions, de clusters, de think tanks qui apportent et qui contribuent en termes d'information et en termes de débat. L'agrégation est 100% éthique, hein, il n'y a pas d'utilisation de données personnelles, c'est les articles les plus frais qui sont disponibles en haut de recherche. Dans la tokenisation des recherches via la barre de recherche, il n'y a pas de mise en avant en fonction des contenus qui ont déjà été consultés par les utilisateurs. Donc on a vraiment cette vocation d'ouvrir et d'exposer chaque utilisateur à une grande diversité de points de vue, à une vraie diversité de lignes éditoriales grâce à cette répartition de l'information sur les fils d'actualité. On propose également des revues de presse de mise en contexte chaque semaine. La première revue de presse, c'est une actu, 5 points de vue. Donc, on prend un sujet d'actualité et on montre le traitement de 5 médias différents qui peuvent être soit complémentaires dans le traitement de l'information, soit opposer des opinions différentes. Et auquel cas, nous, chez Be My Media, la seule ligne éditoriale que l'on a, c'est de montrer cette diversification d'informations en disant que c'est bien à l'individu de se constituer son opinion sur ce sujet-là. Et deuxième revue de presse qu'on a, c'est les inaperçus où on va choisir des articles un petit peu différents sur des thématiques qui passent un peu au second plan du temps de l'information. Donc on va toujours mettre un article en anglais, on va mettre un article de fact-checking par exemple qui est très intéressant pour montrer justement comment la désinformation a pu circuler, etc. Et sur chaque article aussi, en cours de lecture, on a un kiosque qui permet d'avoir des propositions de différentes sources d'informations sur le même sujet en cours de lecture. Deuxième volet de l'application, qui est plutôt, lui, sur les contenus théoriques et méthodologiques. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des 5 blocs de compétences que l'on retrouve dans l'application. On l'a matérialisé de manière assez ludique sous une forme d'une série composée de 5 saisons, chaque saison étant un bloc de compétences. Et chaque saison est composée de 20 épisodes, qui est la granularisation de chaque notion clé, avec à la fois de l'apport de notions théoriques, des exercices de mise en pratique, notamment par exemple dans la première saison, après avoir fait la capsule sur qu'est-ce qu'un fait et sur qu'est-ce qu'une opinion, quand on a des notions qui sont aussi systémiques et dépendantes l'une de l'autre, on va demander à des étudiants, par exemple, dans un quiz, de retrouver quel titre d'article est le plus factuel entre deux titres d'articles. Et donc, c'est vraiment une mise en pratique des notions clés que l'on apporte. Tout est également fait dans cette partie pour les amener à pratiquer l'information dans la partie s'informer. Donc, la partie d'en haut, c'est des objectifs de pratique de l'information qu'ils vont devoir réaliser pour valider chaque saison. Et ça fonctionne principalement sur un système de points que l'on obtient en pratiquant l'information. Donc, plus on lit d'articles, plus on gagne de points. Plus on compare de points de vue, plus on gagne de points. Plus on lit de revues de presse ou plus on fait soi-même de revues de presse, plus on gagne de points. Et ces points d'expérience sont limités à 200 par jour. Ce qui fait que quand on met Be My Media avec un certain nombre de points d'expérience sur un temps assez long, c'est quelque chose qu'on fait notamment à travers des barèmes.
À la fin d'une année dans l'enseignement supérieur, généralement, pour avoir une bonne note, on demande aux élèves d'avoir 15 000 points d'expérience, limité à 200 points par jour. On va créer 75 occurrences de pratique de l'information. Et notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de leur ancrer une routine de pratique de l'information régulière, de consacrer 2 à 3 fois par semaine, 15 à 20 minutes pour aller consulter la presse, consulter l'information de manière très régulière. Et donc ça est vraiment incité à travers l'intégration dans les maquettes pédagogiques de barèmes que l'on propose. On a plusieurs façons d'intégrer, une note par semestre, 2 notes, donc 2 notes à l'année, de le faire en fil rouge sur un semestre. Bref, on a vraiment différentes options que l'on propose pour que ça puisse être parfaitement intégré dans les maquettes et dans les projets pédagogiques des écoles. Alors, au-delà de ça, Be My Media, on a un certain nombre d'éléments. On propose un atelier aussi présentiel. Ça nous semble très, très important de pouvoir avoir un échange avec les étudiants sur ce sujet-là avant de les lancer sur des outils. Donc, on a créé la fresque de l'information qui fonctionne exactement comme la fresque du climat. C'est un module qu'on peut animer un petit peu partout où vous formez également en tant qu'enseignant à animer ces ateliers-là. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très utile pour permettre d'animer et de lancer un tel programme. Et enfin, on a plusieurs formats pour que vous puissiez présenter le sujet également. Alors, je crois qu'on s'était perdu quelques instants. Donc là, j'ai quelques cas d'usage, notamment, donc on a fait la fresque de l'information dans plusieurs écoles d'ingénieurs. On a travaillé avec Centrale Méditerranée, où on a fait la fresque de l'information en 2 langues. On a des ateliers en français et d'autres en... Ah, d'accord, Eric nous dit qu'il va devoir nous laisser. Question pour plus tard, impact de l'IA sur la création de contenu et sur l'interprétation de l'information. Eric, je suis désolé, j'ai été un peu plus long que prévu. Je pourrais vous répondre par écrit ou on pourra prendre un temps d'échange. Je vous enverrai le support et on a des statistiques sur ces sujets-là. Donc, avec plaisir pour répondre peut-être à cette question lors d'un échange un petit peu plus individuel, si ça vous convient. Donc, Centrale Méditerranée, on a fait la fresque de l'information. On a également déployé sur l'INSA à Lyon la fresque plus l'application pour certains programmes. Donc, on est sur différentes intégrations. Voilà, on est au début des projets avec les établissements du supérieur. On a fait pas mal de projets dans l'éducation. On a commencé lycée. Aujourd'hui, on a quasiment 150 établissements dans le supérieur. On a 5 écoles d'ingénieurs avec lesquelles on a contribué. Donc, on n'a pas de grandes statistiques, mais je vais vous donner peut-être d'autres cas d'usage, notamment sur des cas d'usage universitaires. L'Université de Montpellier, on travaille avec l'université depuis maintenant 4 ans. Dans la composante Montpellier Management, on est sur 3604 étudiants utilisateurs par an. On a au cours de l'année 429 revues de presse qui ont été réalisées par des étudiants. C'est plus de 300 000 articles lus par ces 3000 étudiants au cours de l'année. Donc, on est sur une centaine d'articles lus dans ce cadre-là. Je crois que c'était sur un semestre. On a 25% des étudiants qui sont évalués et sur les élèves, sur les étudiants évalués, sur 30 jours, on a 108 000 articles lus. Donc, on voit vraiment cette corrélation et cette mise en place quand c'est intégré dans une maquette pédagogique. Un autre cas d'usage à l'Université de Lyon, pour le coup, sur les masters, où c'est un des e-learning qui permettent de débloquer
des crédits CTS voilà, qui leur permettent de valider leur année en master. Donc on est évidemment sur 100% de comptes activés, 370 articles lus par étudiant sur 3 mois, donc on est sur une grosse centaine d'articles lus, même un peu plus, on est sur 120 articles lus par mois et par étudiant sur la période d'évaluation. 87% des étudiants en master à l'IAE qui valident le parcours en entier et 55% qui vont jusqu'à la petite certification que l'on délivre et qui permet de valoriser les compétences acquises. Voilà, je finirai avant de répondre aux questions sur une citation que l'on aime bien utiliser chez BeMy Media. Bien informés, les hommes deviennent des citoyens, mal informés, il reste des sujets. C'est une phrase d'Alfred Sauvy des années 50 et qui n'a jamais été aussi malheureusement vraie aujourd'hui. Donc je vais prendre les questions. Donc Eric, qui nous a quittés, nous parlait de l'impact de l'IA sur les contenus. Aujourd'hui, on a, en 2023, il y a 1000% de sites internet, il y a 1000% de plus de contenu faux généré par IA sur les sites, des sites d'actualité et d'information fallacieux. Donc, on a des médias entiers aujourd'hui qui se créent et qui sont des contenus uniquement générés par de l'intelligence artificielle pour générer du trafic et des pages web et générer du trafic vers des sites internet qui contiennent de la publicité et qui alimentent un modèle économique, et les contenus sont générés exclusivement par intelligence artificielle. Donc on tombe vraiment dans une déviance de la captation de l'attention, où peu importe le contenu qui va faire venir quelqu'un face à une publicité, on va créer coûte que coûte une acquisition d'une vision de publicité à travers n'importe quel contenu, peu importe s'il est créé, vérifié ou pas par de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant et qui doit être pris en compte puisque ça va être des contenus qui vont être majoritairement diffusés via des campagnes de diffusion sur des réseaux sociaux. Il y a toute l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui repose là-dessus, qui peut être intéressante si vous souhaitez en découvrir un peu plus. Alors, on a ensuite Sandrine qui nous demande « Bonjour, je vais aussi devoir vous quitter. Ma question porterait sur le lien que vous avez avec les bibliothèques et les formations au CI organisées par les bibliothèques. » Alors, une très bonne question. On travaille beaucoup avec les bibliothèques, notamment sur la formation de formateurs à la fresque de l'information pour vous permettre d'avoir cet atelier et de pouvoir le proposer côté bibliothèque qui peut être quelque chose, une activité qui est très utile. On a fait une formation avec les bibliothécaires de l'école Pont-Paris-Tech. On a formé, ou à Centrale Aix-Marseille, on intervient nous-mêmes directement pour les animations. Donc avec les bibliothèques, principalement, on peut former à la fresque de l'information, qui est un très bon modèle pour vous, pour pouvoir introduire ces notions clés dans les éléments que vous proposez. La deuxième partie sur les intégrations du côté pédagogique et du côté logiciel, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avoir un suivi, puisque une fois que vous avez lancé les étudiants dessus, vous n'avez pas besoin de les avoir en face-à-face pédagogique. Vous avez un tableau de bord et un back-office qui vous permet de voir la progression individuelle de chaque apprenant. Donc c'est aussi très apprécié dans l'enseignement, justement parce que quand on est dans une bibliothèque, on n'a pas forcément beaucoup de face-à-face pédagogique. Donc on peut proposer cet outil en temps asynchrone qui est pilotable et suivable par l'équipe de la bibliothèque et qui est un très bon moyen d'intégrer cette solution. Après, c'est souvent en corrélation avec la partie tronc commun, avec les cours d'expression communication, où on va pouvoir ajouter éventuellement une évaluation dans ce contexte-là. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que sinon il y a d'autres questions peut-être? Sandrine qui devait nous quitter, je ne sais pas si elle était encore avec nous et si elle a pu entendre la réponse. Sinon,
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le sujet de Be My Media ou globalement sur les enjeux de désinformation? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à on va peut-être avoir une autre question. D'accord, bah, c'est des remerciements. Donc, Mélanie, merci à vous. Merci aussi à Fantine. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, merci pour ce temps avec vous. À votre disposition, hein, toute l'équipe de Be My Media est à votre disposition pour échanger, pour vous présenter un peu plus concrètement ces sujets-là. Vous allez avoir le replay. On vous fera suivre également le support de la présentation. Et puis, au plaisir de prochains échanges et de prochaines discussions, peut-être tous ensemble. Merci. Au revoir.